Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours inspirantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une actrice, cascadeuse, chanteuse de talent, Florine Silva, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je préparais l'émission et je regardais, mais tu as un CV extraordinaire en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça extraordinaire, euh, mais j'aime faire beaucoup de choses, ça c'est sûr. D'accord, on va en parler en détail. Ma première question pour toi, ça serait, si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel et pourquoi? Ah, ça c'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre. Et ça reflète bien le fait que j'aime beaucoup de choses et que genre, je pense que avec chaque super pouvoir, je pourrais être contente. D'accord. Sauf peut-être entendre la pensée des gens. Ça, Ah ça ouais? me, ça m'intéresse pas. T'as peur d'apprendre des trucs que tu ne devrais pas savoir, c'est ça? Non, je pense que l'être humain est bien fait, que le cerveau est très bien fait et que si on a tout ce discours intérieur, c'est qu'il est fait pour être intérieur et qu'on puisse avoir le choix de ou pas le dire à voix haute, quoi. D'accord. Maintenant, pour donner un parcours à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu comment toi t'es rentré dans l'industrie, par où t'as commencé, etc. et tout. Alors, du coup, moi, je suis cascadeuse professionnelle. Tout ce qui est acting, ça peut arriver dans certains projets de cascade, mais mon intitulé de métier, c'est vraiment cascadeuse. Ça fait du coup 3 ans et demi, 3 ans et quelques que j'en vis. Et j'ai commencé par une école de cascade, du coup en 2021, qui s'appelle le Campus Univers Cascade, qui est assez connu et réputé dans le milieu. Et j'ai commencé par cette école-là, et en fait, ça m'a ouvert des portes assez rapidement dans le milieu du cinéma et le milieu du spectacle, mais surtout du cinéma, parce qu'au bout de 6 mois, après avoir commencé ma formation, j'avais mes premiers contrats. Et en fait, on a vraiment un réseau direct quand on passe par cette école. Et, euh, et s'il y a des personnes qui sont intéressées par le milieu du cinéma en général et qui se disent en plus de ça, la cascade, c'est trop bien, bah, ça peut être une première porte d'entrée. Et après, la carrière, bah, elle peut être longue et elle peut rester dans la cascade ou passer sur d'autres milieux dans le milieu artistique, le cinéma, l'acting, ces choses-là. Mhm. Tu sais, au début de l'émission, je parlais que t'avais un CV extraordinaire et toi, tu m'as dit non, mais t'as quand même fait des plateaux de dingue. T'as fait des plateaux avec Murder Mystery 2, Loki, etc. et tout. Comment on se retrouve dans des plateaux internationaux comme ça, en fait? Euh, Bah, pour Loki, en l'occurrence, c'était un casting. Je sais que, comme c'était la saison 2, forcément, en saison 1, ils avaient eu une doublure pour l'actrice Gugu Mbatha-Raw. Et cette doublure n'était pas disponible. Et donc, du coup, en fait, ils étaient un peu en galère parce que fallait vraiment que ça matche. Et en plus de ça, il fallait que la personne soit métisse, donc qui ait un background mi-africain, mi-autre chose. Mais Mhm. voilà, ils étaient assez exigeants là-dessus et ils ont passé une annonce vite fait, un pote qui a passé une annonce, j'ai répondu et en fait on m'a contacté de là pour que j'aille passer un casting en Angleterre, que j'ai réussi du coup, mais ça n'a pas été si simple, ça n'a pas été sûr d'un coup. Je l'ai su, j'ai passé mon casting en mai et je crois qu'ils m'ont rappelé en août, donc Ah ouais, ça a été silence radio pendant quelques mois. Et après, quand ils m'ont rappelé, j'ai été faire les essayages. Et puis finalement, ils m'ont dit non. d'accord. Finalement, ça sera pas possible. Et ils Mhm. m'ont rappelé le lendemain pour me dire, ah, finalement, si, c'est bon. Tu sais, tu Donc, disais, ça n'a pas été si simple. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? dans le sens où ils m'ont pas dit oui et ok, c'était acté. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous dit, je pense, dans le milieu du cinéma, mais aussi dans le milieu de la cascade, c'est que tant qu'on n'est pas dans l'avion en direction du plateau de tournage, t'es pas sûr, quoi. C'est Si clair. on te dit oui, pendant 3 mois, ok, tu vas partir, on a besoin de toi, ça va être ça, 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 ça. En fait, nous, on est vraiment le bas de la chaîne. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à gérer avant, la production, les acteurs, tout ce qui est plus important, en fait, ça peut changer, ça peut être amené à évoluer. Et nous, bah, on s'adapte ou alors, ben,
faut aussi accepter que des fois c'est oui et ça peut être non juste après. Et voilà. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Tu sais, tu dis, ouais, c'est pas sûr et tout. Mais tu sais, pendant ces moments-là, l'attente, comment toi, tu vis ça entre genre, c'est sûr, j'y vais, je suis content, j'y vais pas. Tu le vis comment ça? Un peu comme un ascenseur émotionnel au début, parce que moi, ça faisait vraiment 1 an et quelques que j'avais commencé à travailler dans la cascade. Euh, donc d'avoir une opportunité aussi grosse sur un Marvel, Claire? euh, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et en même temps, je me suis dit, ok, il n'y a rien de fait, c'est pas sûr. Et puis en même temps, tu vas passer l'audition, donc c'est quand même, c'est palpable, quoi. C'est des choses qui sont marquées dans la pierre, comme quoi tu as été passé une audition. Après, on te dit, ok, ça peut être ça, on t'appelle en août. L'attente, elle est difficile au début, je pense, quand on vient de rentrer dans le milieu. Et après, bah, elle fait vraiment partie du quotidien. Mhm. Et au final, il faut trouver un équilibre entre, ok, je suis contente, c'est une bonne nouvelle, mais je fais ma vie. Je fais ma vie, j'avance comme si il y avait rien de sûr. Ça, c'est un bon mindset à avoir. J'ai l'impression de ne pas juste rester à côté et attendre que le téléphone sonne, en fait. Bah sinon, t'as tellement de choses de finir déçu. C'est tellement incertain que vaut mieux avancer comme ça en te disant, ok, je fais ma vie à côté, je trouve mon équilibre dans mon travail pour évoluer, dans ma vie personnelle. Et si j'ai des bonnes opportunités, bah, je travaille pour obtenir ces opportunités. Et si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave. Il y a autre chose qui arrivera. Non, c'est clair, c'est vrai. Pour toi, ça a été quoi le projet le plus exigeant? Parce que tu as quand même fait Murder Mystery, tu as travaillé sous la scène, tu as aussi fait The Killer. C'est des trucs comme ça, quand je regarde, je me dis, mais waouh! Tu vois? C'est- C'était quoi la cascade la plus exigeante pour toi? Alors, celle qui m'a demandé le plus de self-control, je pense, mental et de préparation mentale, ça a été sur une série qui s'appelle Pauline, qui est sur Disney+. Mhm. Et, euh, et c'était une chute de hauteur de 14 mètres et de dos. Et alors, pour beaucoup de cascadeurs, 14 mètres, ça va être assez lambda comme hauteur, mais moi, je n'avais jamais fait aussi haut. D'accord. C'était de dos. Et donc, du coup, on voit pas trop quand est-ce qu'on arrive. On saute et puis on attend que ça arrive. On n'a pas de visu sur l'airbag. Bien sûr. Et, euh, et en fait, celle-là, elle m'a vraiment mis la pression parce que je l'ai su vraiment à l'avance. Et quand tu sais à l'avance, t'imagines tous les scénarios possibles. Ok. Et tu te dis en même temps, de toute façon, je ne peux pas ne pas sauter. C'est impossible. Parce que ça veut dire que je mets tout le monde dans la galère. C'est clair? Ça veut dire que moi, ma réputation, bah, elle est en jeu aussi. Donc, je dois assurer. Donc là, j'ai dit oui. C'est oui. Peu importe la hauteur, parce que la hauteur n'était pas sûre au début. Peu importe la hauteur, j'y vais. Il faut que j'y aille. Donc c'est là, ouais, ok, je vais y aller, mais par contre, ça fait un peu peur quand même. Et ouais, il y a tout ce travail mental qui est, au final, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur notre résilience et sur notre force mentale dans ces moments-là. Parce Mhm. qu'en fait, quand tu entends 3, 2, 1, action, t'y vas. Il n'y a pas Il n'y a de... pas Attends, attends, de... attends, attends, pousse. Non, il n'y a pas de doute. Ok, tout le monde est ok, caméra ok. La stunt coordinatrice, elle me dit ok, t'es prête. Je lui dis ok, je suis prête. 3, 2, 1, action, tu sautes. Il n'y a pas de... Tu réfléchis plus. Mais à ce moment-là, comment tu te sens? Parce que je l'ai vu, la chute, et elle est extraordinaire. Qu'est-ce qui se Et, passe à ce moment-là dans ta tête? C'était genre, pendant on te donne le compte à rebours, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu vois comme image? À quoi tu penses? euh, honnêtement, tu t'éteins ton cerveau. Il y a plus rien. T'es focus que sur le son de la voix de la stunt coordinatrice. Et quand il dit action, tu sais que tu vas y aller. C'est comme, je sais pas, c'est comme si j'étais programmée dans tous les cas. Quand elle va finir son décompte, je saute. Et donc, D'accord. j'enlève la peur, j'enlève tout. Et c'est un peu genre, je me mets dans une espèce de bulle et je me dis, ok, j'y vais. Et c'est ça pour une chute de hauteur, mais c'est ça en fait pour n'importe quel stunt, pour n'importe quelle cascade. T'es obligé, je pense, et il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont dit, beaucoup d'anciens, de personnes qui ont des grandes carrières, qui le disent, des fois, il faut juste éteindre le cerveau. Ok.
Et ça marche. Je vois, ouais, et le résultat est là, en fait. Le résultat est là. Mais côté préparation, comment tu te prépares quand tu sais que, genre, demain, j'ai un saut de 14 mètres à faire? Tu fais quoi? La veille, les jours précédents, etc., en fait? Je suis une personne qui a beaucoup de sang-froid. Donc, je pense que c'est plus intérieurement dans mes discours. Bon, bah, j'essaye de bien dormir, de me dire ça va aller, de me rassurer. Et puis voilà. Et puis je me dis chaque chose en son temps parce que une journée c'est long quand on attend de faire quelque chose. Surtout sur les plateaux de tournage, ça peut être très long. Donc en fait, t'es un peu. Moi, j'arrive à mettre un peu en stand-by dans ma tête, c'est-à-dire que je suis là, mais je me fatigue pas. Je vais pas être. Si on me dit on n'a pas besoin de toi, je vais me poser dans un coin. Je dis je suis là. Si vous me cherchez, je suis ici et j'attends. D'accord. Mais je pense que c'est une façon aussi de méditer finalement, Tu dis, d'être. Vas-y, pardon. non, 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 vas-y, continue, c'est intéressant. D'être. Je me mets dans ma bulle, dans ma safe place où il y a rien d'autre qui va venir me perturber et et voilà. Et comme ça, j'essaye d'être la plus prête mentalement et physiquement. Donc je m'échauffe ou des choses comme ça, bien sûr, avant de faire une cascade. Et puis voilà. Quand on me dit c'est mon tour, ok, j'y vais. J'aimerais avoir ce courage. Mais je pense sincèrement qu'on se sous-estime beaucoup trop. Alors, il y a l'envie aussi d'aller faire de la cascade, mais je pense qu'en tant qu'être humain, on a appris trop souvent à se sous-estimer parce qu'on est capable de tellement de choses. Et quand on se met dans une position de OK, j'ai pas le choix, donc j'enlève ce truc de se dire, d'anticiper, ah ouais, mais là, ça va être chiant de faire ça, OK, là, j'ai pas envie de passer par là. Si t'enlèves tout ça, bah, ça rend les choses beaucoup plus faciles, je Waouh. pense. Si tu nous parlais maintenant un peu de la différence, tu sais, travailler sur les plateaux internationaux et un plateau français, c'est quoi les différences majeures pour toi dans le rythme du travail ou comment dans l'organisation, etc. Qu'est-ce que toi t'as remarqué? Alors, bah, les moyens financiers. Déjà que tu... Ah, c'est une vérité, hein. C'est clair. La C'est taille clair. du plateau est pas la même, on va Déjà. dire. Il n'y a pas le même nombre de personnes non plus. C'est ça qui est, je pense, le plus impressionnant, c'est que sur les plateaux internationaux, alors pas tous, hein, c'est pas parce qu'on travaille à l'étranger qu'on travaille sur des plus grosses productions qu'en France. Mhm. Mais sur les productions américaines, forcément, on remarque tout de suite qu'il y a un peu plus de moyens financiers, il y a un peu plus de confort, on va dire, sur les plateaux de tournage. Euh, Par exemple, en Angleterre, dans les studios, bon, ils ont un truc qu'ils appellent le craft. C'est Mhm. un, c'est un food truck où on va et on peut avoir des snacks à volonté, C'est ça. gratuitement. Ouais. Bah, je trouve que c'est assez démonstratif de OK, financièrement, on est tellement tranquille que si tu veux n'importe quoi gratuitement, ben on l'a, quoi. Euh, Après, en termes d'infrastructure aussi, en France, on n'a pas la même mentalité, je pense qu'on n'a pas la même façon de travailler que les Américains et ça arrive petit à petit parce que grâce aux cascadeurs qui ont pu voyager et bosser à l'étranger, ils ramènent tout ça en fait en France en disant bah là on a besoin d'une zone d'entraînement et de préparation, on a besoin de répétition pour créer une scène de combat, on a besoin de plus de temps et toutes ces négociations là, elles arrivent grâce aux personnes qui ont eu ces expériences ailleurs et qui les ramènent en France. Mais voilà, je pense que la différence majeure, c'est ça, c'est juste qu'il y a plus de moyens financiers, mais en soi, le concept est le même. Et en ce qui concerne, Nous, excuse, en ce qui concerne la mise en place, est-ce que tu trouvais genre que en France on allait beaucoup plus vite ou aux États-Unis ça allait beaucoup plus vite ou c'était pareil en fait pour toi? non, c'est limite plus long quand ils ont les moyens. Ah ouais. Ouais, mais je pense que ça dépend aussi du réal et que ça dépend toujours de s'il a sa vision concrète, précise, de ce qu'il veut comme plan, avec tel objectif, etc. Ça dépend tellement de ça. Si un réal, là, il dit, OK, je veux ce plan-là comme ça, tu te places et tu y vas. Il n'y a pas à une caméra. Mais par contre, par exemple, sur Gladiator, bah, il tournait à 6 caméras ou à 12.
Donc, c'est pas la même organisation et c'est pas le même temps de préparation pour Mhm. tourner à une caméra ou à 12. Non, non, c'est clair, ça change. Mais justement, comment on sent qu'on se retrouve sur des plateaux de Ridley Scott ou de John Woo? On vit ça comment? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel juste de se dire, moi, je suis là, alors que j'ai pas du tout la même vie que ces personnes-là et en même temps, moi, je me sens à ma place parce que je vis du métier de mes rêves et je suis trop heureuse, quoi. En fait, je profite principalement de ces moments-là et des personnes que je rencontre, des personnes avec qui je passe du temps. Tout le monde a des anecdotes, tout le monde a des histoires, tout le monde a une carrière. Et en fait, c'est ça qui est hyper enrichissant. Pour moi, c'est pas tant le fait de me dire, ouais, j'ai été sur... Bien sûr, c'est une fierté de se dire, ouais, j'ai participé à tel ou tel film. Mais il y a des fois, c'est des projets dans lesquels j'ai pas fait grand-chose. Donc en termes de stunt, j'ai pas cette fierté de dire ok, j'ai fait une grosse cascade sur une grosse production. Non, tout est enrichissant. Et bien sûr, bah ça rajoute un peu de cachet de dire ok, j'ai participé à ça, mais c'est plus ce qui est important, c'est de faire des cascades en fait. Et comment tu t'es retrouvé dans The Killer de John Woo? Comment tu t'es retrouvé sur ce projet? Ce qu'ils sont venus tourner en France. Oh, en 2023, ouais. Donc, ça veut dire cascadeur français. Enfin, ça veut dire stunt coordinateur français. Mhm. Euh, et américain aussi, parce que du coup, le projet est américain. Donc, en fait, disons que le projet est américain, donc ils vont prendre une équipe américaine, mais par contre, s'ils vont aller s'exporter ailleurs et tourner dans des pays étrangers, et ben, ils vont être obligés de prendre aussi des locaux. Et donc, prendre un coordinateur de cascade local. Et là, en l'occurrence, c'était Vincent Bouillon, donc bah, comme on se connaît, il a voulu me faire travailler dessus, donc il m'a contacté et il m'a fait travailler dessus. Aussi simple que ça. Oui, c'est du bouche à oreille, le métier de la cascade en France. Je parle pas pour partout dans le monde parce qu'il peut y avoir des agences, il peut y avoir des unions qui font que si t'es pas dans l'union, tu pourras pas travailler dans le milieu de la cascade. Nous, en France, c'est du réseau à 100%. Non, allez, on va dire 80%, 90% de réseau et 10% de casting. D'accord. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu anecdote. C'est des choses hilarantes, inattendues que ce soit arrivé sur un plateau. Comme t'es cascadeuse, chanteuse, actrice. Je pense que des choses inattendues ou hilarantes, tu dois en avoir un paquet. Je réfléchis. Oh, c'est difficile là comme ça. On pourrait revenir là-dessus si jamais ça te revient en cours. Oui, ça marche. T'inquiète pas, on reviendra. Maintenant, si tu me parlais un peu de la femme, du rôle de la femme dans le monde de la cascade. Parce que généralement, on a un peu cette image, c'est un milieu très masculin, etc. et tout. Comment on évolue un peu dans ce milieu en tant que femme? Je sais pas si j'ai encore assez de recul pour être sûr de ce que j'avance dans mes propos. Mais c'est vrai que j'ai déjà travaillé dans un milieu principalement masculin, dans le milieu du fitness et tout. Et c'est un peu la même chose. C'est quand il s'agit de capacité physique, on sait qu'on est sous-estimé d'entrée de jeu. Je parle pas pour tout le monde, j'ai pas envie de dire que tout le monde est comme ça, mais comme c'est un milieu qui est régi par les hommes, il faut faire ses preuves. Déjà dans ce milieu, il faut faire ses preuves, ce qui est Mhm, normal parce que bah plus t'es bon, bah plus ils peuvent avoir confiance en toi aussi sur ton travail, ce qui est normal dans mhm. n'importe quel travail d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous on part avec ce truc de on est sous-estimé parce qu'on est des femmes. Et du coup, on est peut-être un peu plus fragile. Et on a plus d'émotions, on a plus de choses comme ça qui sont naturelles pour nous. Et de toute façon, ça se voit en termes de pourcentage de femmes et d'hommes dans le milieu de la cascade. Bon, Mhm. bah, on est loin d'être à 50-50. Et donc, et en même temps, parce qu'avant, dans les productions de cinéma, les femmes ne faisaient pas de cascade. Donc ça évolue en ce sens et ça laisse plus de place aux femmes et ils recherchent de plus en plus de profils et c'est génial parce qu'en vrai il y a une vraie évolution et même en 3 ans je l'ai vu.
Euh, donc ça, c'est vraiment génial. Mais je pense qu'il y a du chemin encore à faire. Mhm. Et tant mieux, c'est un challenge. Ouais. C'est un challenge en plus. J'aime bien te dire, il y a du chemin à faire, mais est-ce qu'on dirait qu'il y a une légère un peu amélioration quand tu vois des films comme, des séries plutôt comme Fury, avec Marina Foïs, etc. et tout, c'est quand même, il y a de la castagne dedans. Donc tu te dis que, Grave. est-ce que quelque part ça avance un peu ou, Ouais, bien sûr. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a de plus en plus de projets où les femmes font de la cascade, où les Mhm. femmes se battent, où les femmes sont des badass, sont des dures à cuire et elles ont des capacités physiques un peu au-dessus de la moyenne. Et donc, du coup, pour nous, ça nous rajoute du travail. Ne serait-ce que Cat Size aussi, qui a été Oui. adapté et dans laquelle c'est une série où j'ai doublé Elodie Fontan, du coup, pendant plusieurs mois. Et, Mhm. euh, et pareil, ça c'est génial parce qu'en fait, les 4 personnages principaux, c'est des femmes. Et c'est rare comme projet, Bien mais sûr. quand ça arrive, du coup, c'est des opportunités exceptionnelles. Mhm. Ambitieux, etc. et tout. Mais justement, Cat Size, Fury, parle-nous un peu de tes expériences dedans et tout. Est-ce que toi tu connaissais déjà le dessin animé ou pas? Non, pas trop. Ouais. Je pense que c'était vraiment un peu avant moi, quoi. Un peu avant toi, ouais, ouais, c'est ça. J'étais pas loin, Ouais. mais c'était un peu avant moi. Avant que je naisse. Mais est-ce que du coup tu connaissais quand on t'a dit ouais tu vas travailler sur 4 size, est-ce que tu dis oh c'est un truc emblématique etc. ou t'avais aucune idée de quoi c'était en fait? Non, je connaissais pas. Après, je me suis renseignée sur l'univers et j'ai vite compris que bah, c'était des trois sœurs qui volaient pour la bonne cause Etc. et, et qui du coup qui étaient vachement aériennes, qui étaient vachement à l'aise avec leur corps, qui faisaient du parcours et ces choses-là. Et Donc toi bah nous quand on nous dit ça, c'est trop bien, génial. c'est clair? Comment ça s'est passé pour toi cette expérience de plusieurs jours en plus t'as dit? De plusieurs mois, Oh plusieurs mois pardon. plusieurs mois. Ouais. Euh, C'était vraiment chouette parce que on a eu une équipe, du coup, le coordinateur de cascade, c'était Alexandre Coderlier et le chorégraphe, c'était Alexandre Vu. Et, euh, et donc, en fait, ils ont vraiment essayé de prendre le plus de temps possible pour qu'on puisse avoir des répétitions, pour créer des chorégraphies et qu'on ait du temps aussi avec les actrices. Parce que, mine de rien, d'avoir déjà cette appréhension de l'une de l'autre, de l'actrice et de la doublure, ça fait avancer le travail beaucoup plus vite. Parce que nous, en tant que cascadeuse, on doit s'imprégner un peu de l'actrice et du personnage qu'elle joue. Et puis même en termes de relationnel, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, bah, ça va tout de suite plus vite. C'est tout de suite mieux et il y a une meilleure compréhension de l'autre. Donc sur ça, c'était vraiment chouette d'avoir des répétitions dès le début, même si les chorégraphies, on allait les faire dans 6 mois. On allait les tourner dans 6 mois, bah, c'est pas grave. Au moins, on a une première approche. Les actrices, elles peuvent aussi commencer à apprendre des choses et à se sentir un peu plus à l'aise. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et je sais qu'ils ont mis un point d'honneur là-dessus avec les moyens qu'ils avaient. Et c'était super chouette. Et puis après, j'ai eu des actions super cool. C'était beaucoup de combats. J'ai fait un peu de gun aussi, j'ai eu quelques chutes. J'ai fait un peu de parcours. Même si mon personnage, il fait pas ça de base, elle se bat plus que les cat size qui sont plus en mode parcours à escalader des immeubles. Mais j'ai pas mal de choses à faire dessus. En tout cas, j'étais pas mal présente sur le plateau et c'est une expérience hyper enrichissante parce qu'en fait, tu as l'impression d'être utile au projet. Des fois, tu viens juste pour un jour et c'est fini, tu rencontres tout le monde, mais tu sais que tu vas pas vraiment créer de lien. Tu vas bien t'entendre, ça va être chouette un jour, machin, et après, c'est fini. Alors que là, bah, y a un suivi sur plusieurs mois. Sur l'histoire, enfin, c'est rare qu'on connaisse l'histoire d'un projet de A à Z sur ce qui se passe dans chaque épisode, alors que là, bah, sur Cat Size, on pouvait avoir un suivi et se rendre compte du projet et ouais, vraiment se sentir investi. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir le résultat? Parce que je sais qu'il y a eu l'avant-première, c'était la semaine dernière, je crois, quelque chose comme ça. On a une projection pour l'équipe bientôt. Ah, ok, d'accord. Donc, tu Ouais, n'as pas encore vu ce que ça donnait et tout. non. Bon, faudra se revoir pour en parler alors.
Mais j'ai bien hâte et ça va être super cool. Il y avait vraiment une super ambiance sur le plateau en tout cas. Donc rien que pour ça, j'ai vraiment hâte de découvrir le projet. Si maintenant tu nous parlais de ta préparation, tu sais, pour les rôles que tu fais, j'ai vu quelque part, tu t'entraînais 6 fois par semaine. Oui. Oui, c'est toujours le cas. T'es une machine de En guerre. tout, en tout cas, je fais du mieux que je peux. C'est vrai que pour moi, dans une journée, j'ai le temps de m'entraîner tellement, dans le sens où je vais dormir 8 heures et, et après, bah, quand les jours où je travaille pas, j'ai toute la journée pour aller m'entraîner. Donc, et c'est que du kiff. Je suis aussi vraiment payée pour m'entraîner. C'est incroyable. Quelle chance, ouais, ouais. Et c'est vraiment quelque chose le sport, c'est une passion depuis toujours. Et donc, forcément, c'est facile pour moi de me lever le matin et me dire, OK, je vais aller m'entraîner, que ce soit 1 fois, 2 fois Mhm. dans la journée. C'est facile. Je pense que quand l'objectif est clair, on se pose plus de questions. Mhm. Parle-nous en détail de la préparation. Est-ce qu'on se prépare de la même manière pour jouer, faire des cascades dans Vermine ou dans Cat Size? Ou comment tu fais la différence en fait dans ta préparation? Euh, Vermine, j'ai fait une action dessus. Donc, c'est vrai que la préparation, elle est un peu moindre. Je sais pas forcément ce que je fais avant d'arriver sur le plateau. On me dit juste, il y a une petite chute dans une baignoire, par exemple, sur Vermine. Mhm. Je dis, OK, bon, bah là, c'est des choses assez basiques dans le métier de cascadeur. Euh, Tant qu'on m'a pas dit, est-ce que tu te sens de faire ça, telle cascade, c'est que en soi, c'est accessible à tous les cascadeurs et c'est basique. Euh, donc, il n'y a pas tant de préparation que ça, enfin, si ce n'est juste se dire, OK, bah, je dors bien la veille, je mange bien, j'ai une bonne routine, une bonne hygiène de vie et comme ça, je suis en forme. Mhm. Et après, sur Cat Styles, bah là, il y a un peu plus de préparation parce que le rôle d'Elodie, c'est quelqu'un qui se bat bien en boxe. Par exemple, elle a plus un background de boxeuse. Mhm. Et donc là, il faut se mettre aussi dans la peau du personnage où elle est très ancrée dans le sol, elle n'est pas aérienne. Mais on fait aussi avec ce qu'on a au début comme information. C'est-à-dire que le chorégraphe, il n'a pas forcément toutes les infos du réel avant, avant que Mhm. le tournage commence. Il a les infos principales. Donc, bah, le rôle du chorégraphe, ça va être de créer avec ces infos-là. Et s'il y a des améliorations, s'il y a des ajustements à faire, bon, bah là, ça va se faire en général sur le plateau. Mais du coup, dans ta préparation, c'est comment toi? Est-ce que tu vas plus courir dans ce moment-là? Est-ce que tu vas faire plus de cardio ou de la boxe? Ou quel genre d'exercice tu fais en fait? Euh, je fais déjà, je suis déjà assez complète dans ma préparation physique en général. Donc, je fais de la muscu, mais je fais pas de la muscu basique. Je m'entraîne tout le temps en athlétique. Donc, je vais travailler l'explosivité, la puissance et la force. Comme ça, j'apprends à mon corps à bouger vite, de manière explosive. Et c'est ça, pour moi, qui fait la différence, en fait, de savoir sauter, de savoir aussi bien de sauter en l'air et tout de suite se remettre au sol, d'être à l'aise autant au sol que dans les airs. Donc, je vais aussi aller travailler tout ce qui est acrobatie, je vais travailler forcément mes chutes, je vais travailler tout ce qui est technique de pied-point. Et pour moi, ça, c'est juste la base. C'est-à-dire que si demain, j'ai un rôle d'une personne qui a pratiqué le kung-fu, qui est censée avoir pratiqué le kung-fu pendant 20 ans, bon, bah là, tu peux être sûr que je vais m'entraîner en kung-fu et que je vais faire une préparation 100% kung-fu. D'accord. Parce que c'est pas du tout mon domaine. Ok. Mais sinon, j'essaye d'être la plus générale possible pour pouvoir m'adapter le plus facilement possible. Et en ce qui concerne l'alimentation? Ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je fais attention à ça parce que je sais que je me sens tellement mieux quand je mange bien. Et c'est pas manger... Bon, je suis végétarienne au quotidien, on va dire flexitarienne. Ok. Donc, chez moi, je mange jamais de viande ni de poisson. Ça m'arrive en extérieur de temps en temps. Mais, euh, mais du coup, en fait, dès que je mange pas bien, je le ressens direct. Donc, je vais faire attention à mon apport en protéines, qui est hyper important pour la récupération.
c'est pas tant de me faire des salades et tout, je m'en fous. Moi, je veux juste un bon apport en protéines, des lipides et des glucides parce que j'ai besoin d'énergie. Mhm. Donc, c'est plus intuitif en termes de quantité. D'accord. Mais par contre, j'essaie de manger des aliments variés et qui vont m'apporter plein de nutriments différents. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du projet La Gravité, parce que moi, c'est là que je t'ai découvert, dans La Gravité. Là, Ouais, tu étais actrice et cascadeuse pour la première fois. Donc, ouais, tu peux nous parler un peu? ouais. C'était le second projet sur lequel je travaillais en tant que cascadeuse. Mais le premier, c'était sur Balle perdue 2. Et j'avais fait des esquives piétons. C'est pas hyper physique, hyper intense, mais c'était ma première expérience. Et donc, du coup, ma deuxième, c'était ce casting-là pour un rôle, pour une scène dans La Gravité. Et qui, du coup, c'est une scène de bagarre. Et j'ai passé, moi, les castings en tant que comédienne. Parce qu'ils recherchaient comédienne, cascadeuse, etc. Mais moi, j'ai vraiment passé un casting en tant que comédienne. Et du coup, j'ai été prise sur ce rôle. Et après, on a travaillé avec Manu Lanzi sur la scène en question. Et c'était fou. C'est clair, C'était j'imagine. fou. Il y a 6 mois avant, je sais pas ce que je veux faire de ma vie parce que j'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de choses, j'ai voyagé, j'ai fait des études dans l'événementiel, donc c'est pas le milieu du cinéma, pas le milieu artistique. Mhm. 6 mois avant, du coup, enfin 8 mois avant, je commence une école après, et 6 mois après, j'ai un rôle au cinéma. Je suis là, C'est clair. ok, c'est fou. Enfin, j'ai pas d'autres mots. C'est incroyable d'avoir ce genre d'opportunité Mhm. aussitôt dans une carrière et grâce à la cascade. Comment toi, t'as entendu parler du projet La Gravité? Justement, je crois que je sais plus si on m'avait contacté, Mhm. peut-être via le site France Cascade, D'accord. qui du coup répertorie tous les cascadeurs de France, pro ou amateurs, et les coordinateurs. Ou alors, il me semble que Manu Lanzi, justement, avait envoyé un mail en disant envoyer une self-tape et tout, il recherche une comédienne, etc. Je crois qu'il avait transféré un mail, mais Mhm. je suis plus sûre. Et donc, moi, j'avais répondu, j'avais fait ma self-tape, j'avais répondu, Mhm. un truc comme ça. Je sais que quand j'ai passé mon audition, on était deux, Ah ouais, seulement, ok. avec une autre cascadeuse. Peut-être qu'il y en avait eu d'autres à d'autres moments, mais au moment où moi j'y suis allée, on était deux. Et ouais, voilà, j'ai un peu oublié. Et tes premiers pas en tant qu'actrice, comment on sent, comment on se prépare, tout ça? J'avais pas énormément de texte, euh, mais en soi, j'ai déjà fait des cours d'acting. J'en avais fait en Australie, Mhm. un peu sur les bases de l'acting et de l'improvisation aussi et des monologues. Et je sais pas, je me suis dit, bah de toute façon, vas-y, t'as rien à perdre. J'ai tout à gagner. Et je pense que c'est toujours les auditions que j'ai faites où je me suis dit ça qui ont été les plus fructueuses. En me disant, j'ai rien à perdre. Rien. J'y vais et à chaque fois, j'ai vraiment espéré avoir été prise. Bah, ça l'a pas forcément fait. Euh, donc, donc moi, je pense qu'avec avec l'expérience, il faut répéter. Si t'as du Mhm. texte, il faut répéter. Il faut que ça fasse sens, surtout. Il faut que tu t'imprègnes du personnage en fonction des infos que tu as aussi, parce que des fois, ton personnage, il est pas hyper construit. On te dit juste, elle fait ci dans la vie, et bon, bah voilà, elle est un peu badass. Ok, bah tu l'interprètes à ta façon, en fait. T'es l'interprète de ce personnage, t'essayes pas de devenir quelqu'un d'autre, t'essayes de, toi, être cette personne. Donc, ouais, c'est plus la mentalité que j'ai sur ça, et puis je savais que c'était pas non plus le premier rôle d'un film, que la pression, je me la mettais peut-être un peu moins, Mhm. même si j'avais la pression. C'était une grosse journée de tournage. Mais en même temps, c'est une journée de tournage. La scène, elle dure 2 minutes 30. Donc, c'est long. Et donc, Bien toute la sûr. journée, t'es dedans. T'es dedans, t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. T'as pas trop le temps de réfléchir.
j'avais pas énormément de choses à dire, donc j'écoutais quand le réal Cédric Ido, il me donnait des directives, j'écoute, j'essaye d'appliquer. Si ça marche pas, on recommence, et si ça marche, on avance. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir le résultat final? Je l'ai pas vu au ciné, j'étais pas là pour la projection et j'avais pas pu aller le voir au ciné à cette période-là. Mais du coup, j'ai pu voir ma scène. Okay. Et d'autres extraits de Cascadeur. Et justement, c'est quoi la réaction qu'on a quand on voit son travail à l'écran? C'est trop bien. C'est la récompense. Ouais. C'est ouais, parce que nous, on voit pas grand-chose en tant que cascadeur. Dès qu'on fait une prise, c'est le réal qui nous dit si c'est OK ou pas. Et du coup, il le dit au coordinateur, qu'est-ce qu'il faut ajuster. On vient nous parler, on lui dit OK, on peut ajuster ça, mais on n'a pas vu à quoi ça ressemblait. Des fois, on peut réussir et tout, mais c'est pas notre place, c'est pas notre travail, et c'est pas nous qu'on va voir à l'écran forcément, quand on est doublure en tout cas. Et voilà, on fait confiance en fait. C'est pas notre travail. Nous, on est là pour exécuter ce qu'on nous a dit de faire. Mais quand on voit le résultat, du coup, on est content. Enfin, moi, je suis contente. Je suis fière d'avoir participé au projet. Il y a des fois où tu peux être un peu le montage, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais au final, tu dis bon, c'est pas grave, c'est pas mon film. C'est pas mon film. Moi, je suis contente d'avoir eu un résultat, d'avoir des images. Des fois, j'ai des très belles images et c'est hyper Enrichissant. Ouais, c'est enrichissant, mais gratifiant. Mais surtout que c'est pas n'importe quel film, parce que ce film-là, il va au César quand même. T'as La Max gravité? Ouais, La Gravité, t'as Max Oui, Gomi oui, oui, exact. qui a été nommé pour meilleur. Ouais. T'as eu l'occasion de le Espoir, rencontrer? non Ouais, meilleur espoir féminin, masculin plutôt. Ouais. 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 Non, je l'ai pas vu. Moi, j'étais avec Jean-Baptiste sur la scène. On n'était que nous deux et la doublure du coup de Jean-Baptiste, la doublure cascade. Mais c'est tout. Il n'y avait pas grand monde sur le plateau ce jour-là. D'accord. Et voilà, tu vois, c'est toujours un peu. Tu participes à un projet, mais tu connais pas vraiment le projet. C'est ça. Ouais. Tu connais Après, juste une partie. c'est pas grave. C'est ça. Mais tant que moi, je m'amuse quand je fais mon travail, c'est le plus important. Et comment ton entourage, en fait, réagit à ta carrière, à ton métier? Comment on en parle? Il le voit de quel œil, tout ça? Ils sont contents pour moi. Ok. Il y a des fois des projets qui sont... mes amis proches, ils sont moins genre waouh, truc de fou et tout, parce que je pense qu'ils connaissent ma personnalité et depuis des années, je suis toujours à droite, à gauche, je fais toujours des choses qui sortent un peu de la norme. Et ils sont contents pour moi. Si c'est des projets qu'ils connaissent, ils vont poser des questions, ils vont s'intéresser. Donc en soi, ils ont compris que c'était mon travail et s'y intéressent comme moi, je m'intéresse au travail de mes amis et de l'entourage. Est-ce qu'ils s'inquiètent pour toi? Parce que tu sais, tout à l'heure, tu parlais dans Pauline, tu as fait un saut de 14 mètres. Est-ce qu'ils te disent, oh mais non, mais comment tu vas faire? Ça va? Tu dors bien? Est-ce qu'il y a cette inquiétude un peu ou pas? Moi, j'en parle pas avant. Ou alors, je dis, je vais faire ça et basta, je vais pas en parler. Mais je pense que quand on n'est pas du milieu, on se rend pas compte de si je dis ah ouais là je dois faire cette cascade là, je dois passer à travers une fenêtre ou des choses comme ça. Ils vont dire ok stylé, mais ils vont pas se rendre compte du danger travail, que ça peut j'ai pas le mot, mais du danger qu'il peut y avoir en fait à faire ces choses-là, à faire ces actions-là. Ils se rendent pas compte, mais parce qu'en même temps nous dans les films on se rend pas compte non plus quand on n'y est pas, quand on n'est pas dans le milieu. On se dit trop stylé, il a fait une chute, des fois on les voit même pas. On se dit même pas, il a fait une grosse chute là, il est arrivé sur la nuque. On ne voit même pas, nous, des fois dans les films, tellement ça va vite. Alors que sur un plateau, c'est une action qui va prendre. Ça, juste une chute comme ça peut prendre 30, 40, une heure.
il y a plusieurs chutes. Donc, en fait, ça a une autre saveur. On sait le travail derrière. On sait tout ce que ça demande, les répétitions et toutes ces choses-là. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un du milieu de se rendre compte de ça. Et du coup, moi, ça me va aussi. Je parle de tout ce qui est fun, je le dis à mes amis. Et puis, le reste, un peu plus sérieux, truc un peu plus stressant, je vais plus me diriger vers les personnes de la cascade. Mhm. Et comment tu jongles, toi, entre, parce que tu es cascadeuse, chanteuse, actrice, comment tu jongles avec tous ces talents en même temps au quotidien? Moi, je me dis, cascadeuse, c'est mon métier. Actrice, c'est une porte que j'aimerais ouvrir. D'accord. Et chanteuse, c'est ma thérapie. On va dire que je fais ça chez moi. Quand j'ai besoin d'évacuer, ça me fait du bien, ça me libère. Mais je suis très pudique avec la musique. Ok. Je pense que ça... Je laisse plus... je me mets plus à nu quand je chante que quand je fais de la cascade, par exemple. Parce que quand je chante une chanson, je me mets vraiment dedans, dans l'émotion, etc. Et donc, c'est très effrayant pour moi de chanter devant des gens. J'ai déjà fait. Et ça serait cool de pouvoir développer tout ça. Moi, je suis ouverte à tout. J'aime faire plein de choses. Donc, en fait, si je peux vivre de tout ce que j'aime, mais tant mieux. C'est Tant clair. mieux. Mais pour l'instant, la cascade, c'est ma priorité. Donc, je m'entraîne beaucoup physiquement. L'acting, je pense que si vraiment je veux développer cette partie-là, il faut aussi que je m'investisse au bout d'un moment et que je donne tout pour développer ça. Parce que la cascade, je donne 100% de mon investissement. Et pour l'instant, j'ai envie que ça continue parce que je suis qu'au début. D'accord. Et je peux pas donner autant dans le reste. Tu disais, t'es très pudique par rapport à la musique et tout, mais pourtant les vidéos, tu les postes ou tu chantes. Oui. Mais parce que j'ai le temps d'analyser, j'ai le temps de voir le résultat. Quand tu fais devant des gens, moi, je sais que je fais une erreur, enfin, je fais une fausse note, je sais que ça peut me détruire, alors que c'est pas grave Bien sûr. que ça arrive, avec les années, en grandissant, en vieillissant, en prenant un peu en maturité, j'ai un peu moins peur. Parce D'accord. que je me dis juste, si c'est quelque chose que j'aime faire, on s'en fout. C'est ce qui m'importe, moi, c'est d'aimer faire ça. Et si je le montre aux gens, c'est parce que j'ai envie de le faire, de partager ça, parce que la musique, c'est un partage avant tout. Mais il y a quelques années et avant, quand j'étais au lycée, on m'a approché pour signer dans une maison de disques. Ah ouais. Et bon, ça s'est pas concrétisé et tout, mais c'est vrai qu'à cette période-là, c'était terrifiant pour moi de chanter devant des gens. Et ça l'est encore un peu maintenant, mais j'ai déjà fait une audition pour The Voice, j'ai déjà fait des concerts pour des anniversaires ou des choses comme ça. Donc, D'accord. j'ai déjà pu être face à mes craintes, à mes peurs, et du coup, gérer mon stress et voir que, ok, j'en suis pas morte, donc maintenant, je veux juste pouvoir être à l'aise quand je le fais. Mais ça veut dire que tu chantais déjà depuis le lycée, alors? Comment est née cette passion? Je chante depuis toujours. D'accord. Ça m'est pas venu d'un coup. Aucun souvenir de ça en me disant « Ah, je vais faire de la chanson, je vais faire du chant ». Non, je chante depuis toujours. Ceci dit, j'ai toujours voulu prendre des cours de manière régulière pour pouvoir m'améliorer techniquement et encore plus maintenant que je comprends mieux comment fonctionne le corps et ce que le corps humain est capable de faire en s'entraînant de la bonne façon et en étant bien encadré. Ça donne encore plus envie. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, c'était pas ma priorité. Il y a un moment dans ma vie où j'ai voulu investir plus de temps et d'argent et de temps globalement dans la musique. C'était la période du confinement où j'ai écrit des chansons, je les ai enregistrées en studio, j'ai tourné des clips. Ah ouais. Mais en fait, je sais pas, je pense que j'ai pas assez confiance en moi encore dans tout ce process-là. Et quand tu es seul face à toi-même et que tu dois prendre toutes les décisions, j'ai pas eu la force et le courage de continuer là-dedans.
Waouh. Euh, Maintenant, si on revenait un peu à la partie anecdote, je sais il y a quelques années, tu as assisté à un showcase de Ed Sheeran. Oui. Comment tu sais ça dit? Eh, c'est mon travail. Tu nous en parles? Waouh, c'était exceptionnel. Ed Sheeran, la première fois que j'étais le voir en concert, c'était en 2012. Il a D'accord. 12 ans. Mhm. Il n'était pas encore, il Connu était comme... connu à l'international parce qu'il venait faire du coup des concerts en France, en Europe, mais pas autant. Je crois qu'il avait fait un concert à la Cigale. J'avais été voir à la Cigale. Donc c'est pas les plus grosses salles. Et il avait pas fait les stades de France. Ok. Et j'avais été le voir en concert et après j'avais gagné des places pour aller voir un showcase où il avait chanté. C'était une pièce je sais pas, un salon dans une maison, quoi. D'accord. La taille de la pièce. Et, et du coup, il s'est mis à chanter sans micro. Il s'est dit, bah, ça sert strictement à rien d'avoir un micro avec des amplis alors que vous êtes 12 dans la salle. Il est tellement humble comme artiste et il est tellement complet. Mhm. Parce que quand on écoute ses chansons, bon, un peu moins maintenant, ça a été un peu plus tourné vers la pop et tout pour que ça soit un peu plus commercial, entre Mhm. guillemets. Mais avant, ces chansons, quand tu les écoutais, tu disais, bon, je vais aller en concert, ça va être beaucoup d'acoustique et tout. Mais en concert, il met le feu. Il met le feu parce qu'il est avec ses micros, sa loupe, du coup un deuxième micro pour faire des loupes et avec des pédales, Mhm. et sa guitare. Et en fait, t'es en transe quoi quand tu es à son concert parce que c'est vraiment un artiste complet qui sait performer, qui écrit des chansons somptueuses. Et ce showcase-là, bah, je crois qu'il avait fait peut-être 5 chansons. Et j'étais à 2,50 m de lui. Ouais. Et en fait, c'est juste en immersion dans son art. T'entends toutes les variations de voix. C'est parfait de manière imparfaite parce que ben, c'est du live, donc ça peut jamais être parfait à 100%. Bien Et sûr. pour autant, il est exceptionnel comme artiste. Donc c'est vrai que ça avait été une vraie chance de pouvoir le voir d'aussi près et de manière aussi J'a- j'a- intimiste. J'adore cette phrase, c'est parfait de manière imparfaite. Faudrait que je la reprenne quelque part, elle est trop belle. Parce que la perfection, c'est nul. Mhm. C'est nul, la perfection. C'est lisse. C'est clair. Donc, T'as eu l'occasion d'échanger avec lui parce que tu parles anglais aussi. oui, moi, je parle couramment anglais, mais non, j'avais pas échangé du tout avec lui. C'est quand même une star, une bonne star à l'époque, donc j'avais jamais réussi à le À choper à la fin d'un l'approcher. concert pour une photo ou un truc comme ça. J'ai pas eu. Est-ce que tu dirais que l'anglais, ça t'aide un peu, c'est un avantage pour toi au quotidien, pour ton travail? Ouais, grave. Euh, Bah déjà, ça m'enlève une barrière mentale. Parce qu'il y a des gens qui peuvent paniquer à l'idée de travailler à l'étranger et de se dire ah mais je parle pas anglais, je vais peut-être pas comprendre ce qu'il va me dire. Ah, moi pas du tout. C'est pas un souci en fait. Je sais que je parle anglais, je sais que je comprends et encore parce que des fois quand on se retrouve en Angleterre avec des gens qui ont des accents hyper forts, C'est clair. je suis là, je dois me concentrer quand même. Mm. Ok, je pense qu'elle a dit ça. Je vais vérifier. Je suis pas sûre. On va double check. Mais ouais, c'est un avantage. Parce que, bah, pour cette raison, parce que c'est pas une barrière. Donc toi, l'anglais, tu l'as appris parce que tu as fait une école de business, hein, c'est ça? J'ai fait une école de sport business. C'est pas là du tout que j'ai appris l'anglais. J'ai, j'ai toujours chanté quand j'étais un peu plus vieille. Mhm. J'ai toujours regardé les paroles des chansons en anglais. Ah, ok. Et donc pendant très longtemps, je comprenais pas ce que je disais, mais je disais les bons mots. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à chercher la signification des mots. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais principalement. Et après, j'ai pu voyager où, par exemple, j'avais fait un stage intensif de saut d'obstacle parce que j'ai monté à cheval pendant 10 ans. Mhm. Et j'avais fait un stage intensif en Irlande. Et j'avais 16 ans. Et c'était la première fois que je me retrouvais à devoir parler anglais tous les jours, de tout le temps, du H24, quoi.
Et en même temps, j'avais des cours. Je montais à cheval à demi-journée et le reste de la journée, j'avais des cours d'anglais. Donc déjà, c'était une première étape de comprendre des nouveaux mots, d'apprendre du vocabulaire. Mhm. Et je sais pas, en fait, je pense que des fois, il y a des choses dans la vie, ça glisse, ça va tout seul. Et l'anglais, pour moi, ça a été un peu comme ça. Ça m'a toujours intéressée. Et à partir du moment où tu es intéressé par quelque chose, c'est plus facile d'apprendre. Et j'ai vécu en Australie aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Partie là-bas pendant 1 an, donc je vivais avec des étrangers ou alors j'étais Mhm. qu'avec des Australiens. Donc bah forcément, au bout d'un moment, l'anglais, ça devient ta langue, la langue que tu parles au quotidien. J'ai l'impression que le voyage, ça a une place importante pour toi parce que tu as bougé pas mal, l'Australie, Portugal, La Réunion, des choses comme ça. Est-ce que tu as un lieu que tu préfères plus que d'autres? Toronto aussi, il me semble. Toronto, ouais, mais j'avais fait un semestre d'études au Canada, donc j'étais partie à Québec pendant 4 mois. Mhm. Ça, c'était la première fois que j'avais bougé enfin pas hors de la France, mais en tout cas aussi loin pendant aussi longtemps. Et en fait, je sais pas, le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie, de par mes parents qui m'ont toujours emmené en voyage. J'ai eu la chance de vivre ça dans ma vie, dans mon enfance. Et du coup, ça m'a donné le goût du voyage. Et en plus, je sais pas, comme je voyais beaucoup de séries américaines, des choses comme ça, et je me disais, je veux vivre ça. J'enviais en fait ces personnes-là, alors que bon, avec le recul, on n'a rien à envier forcément. C'est clair. C'est très, bah, c'est du cinéma quoi. Donc tout est embelli et Bien ça sûr. représente pas forcément la réalité des choses. Mhm. Mais du coup, je me suis toujours dit, je veux avoir des opportunités comme ça, et je pense que je me les suis créées. Et j'ai pu bouger pas mal ces dernières années. Et je sais pas forcément, enfin, j'ai pas d'endroit préféré D'accord. parce que c'est toujours différent. C'est toujours des expériences différentes. Je rencontre toujours des personnes différentes et des personnes exceptionnelles. Euh, je garde toujours au moins un lien fort avec une personne que j'ai rencontrée en voyage. Et du coup, j'ai pas d'endroit préféré. Tout est beau, tout est enrichissant, il y a toujours moyen d'apprendre en voyageant. Mhm. Et c'est plus ça que je garde en moi plutôt que de me dire, ah, j'ai préféré aller à cet endroit-là. D'accord. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle promo, en fait. Donc, je sais qu'il y a Cat Size qui arrive pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans lesquels on peut s'attendre à t'apercevoir, etc. et tout? Bah, ces derniers mois, j'étais en spectacle, du coup, j'étais à Disneyland Paris. Ok. Et en tant que cascadeuse, j'étais sur un spectacle. Donc, c'est vrai que j'ai eu moins d'opportunités en cinéma. Mhm. Mais voilà, les 2 gros projets qui vont sortir. Ah non, 3 gros projets du coup. Il y a Cat Size qui va sortir, D'accord. dans lequel du coup j'ai eu pas mal de doublures à faire. Mhm. Il y a Gladiator, mais alors, pourcentage de chances que j'apparaisse dedans, qu'on me voit, il est quand même très mince, même si on était autour d'une des actrices et que Mhm. j'étais archère dessus. Donc il y a une bataille et je tire des flèches D'accord. Oh, cool. au tir à l'arc. On était plusieurs cascadeuses du coup à faire ça, c'était génial comme expérience. Euh, donc, pourcentage de chances que j'apparaisse dessus, bah, il est vraiment infime. Mais il y a toujours une chance qu'on voit vite fait comme ça une demi-seconde. Ah, je me suis vue. Et sinon, il y a Citadel India aussi qui va sortir. D'accord. Citadel Honey and Bunny, qui Mhm. est un spin-off de Citadel US qu'ils ont fait avec Priyanka Chopra et Richard Madden. Mhm. Et du coup, ils ont fait un spin-off pour en Italie et en Inde. Et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent dans d'autres pays. Et, euh, et du coup, là, j'étais doublure de l'actrice principale. Et j'ai fait pas mal de trucs aussi sympas. Et c'était vraiment super comme expérience. J'étais tournée en Inde. Oh, Donc, super. c'était la première fois que je mettais les pieds là-bas. Et ouais, du coup, ça sort là en novembre. Waouh. Et l'Inde, comme c'était la première fois pour toi, c'est comment t'as vécu ça d'arriver à l'Inde? En plus, c'est pour travailler. C'est particulier comme expérience, dans le sens où c'est tellement différent de ce que je connais au quotidien qu'on est un peu... oula, où je suis... Ah, attends, est-ce que j'ai au moins un truc qui me raccroche à mon quotidien de d'habitude et tout? Bon, nous, quand on va travailler là-bas, on est quand même logé dans des endroits, des fois dans des hôtels 5 étoiles et des fois Mhm. dans des hôtels
3 étoiles, mais ça reste quand même du confort de vie au quotidien, quoi. Mhm. C'est pas, on a de l'eau chaude, on a de la nourriture, tout va bien. C'est clair. C'est quand on va travailler là-bas, on n'a pas de souci à se faire. On sait qu'on vient nous chercher, on vient nous récupérer, on nous amène au travail, on nous fait à manger. Enfin, c'est un mode de vie, tout va bien. Mais c'est vrai que la façon de vivre des Indiens est tellement différente de la nôtre qu'au début, il y a un temps d'adaptation. Je dis, waouh, je suis pas chez moi, je le ressens. Ok. Les hommes là-bas, ils regardent les femmes de manière assez intense, Mhm. les femmes étrangères. Donc en fait, tu te sens vite observé, tu te sens vite fixé du regard. Et ça, c'est assez malaisant, c'est inconfortable. La nourriture, faut s'adapter aussi, c'est très épicé. Ça me dérange pas forcément, mais c'est quand même très très épicé là-bas. Donc faut sans cesse demander à réadapter un peu la nourriture. Et puis moi qui suis végétarienne, bon, ça va. En Inde, en soi, il y a des options. Mais voilà, je sais que je vais pas être dans ma routine à bien manger, à manger ce que je veux, de faire attention. C'est des pays du tiers-monde, hein. C'est pauvre là-bas, tu vois la pauvreté partout. Mhm. Tu vois des animaux errants, tu vois des gens dans la rue, tu les vois dans des conditions exécrables. Forcément, ça reste un choc. Tu peux pas être insensible à ça. Et en plus de ça, nous, on est dans des conditions hyper optimales, alors que tu sais que 96% de la population, ils sont pauvres et ils vivent dans des maisons où ils n'ont pas de toit, ils ont un mur sur 4. Enfin, bref, c'est une expérience. J'imagine, ouais. C'est clair. Là, on arrive dans la dernière partie de l'émission où on parle tips, c'est-à-dire on donne des conseils, etc. et tout. Quels conseils, toi, tu donnerais aux jeunes filles qui aimeraient marcher un peu sur tes pas, etc. Ouais, je dirais qu'il faut se lancer. Il faut agir parce que on est tous et toutes comme ça. On a tous des envies, tous des rêves. Et des fois, ils sont plus proches que ce qui nous paraissent. Est-ce que c'est en geste français ce que je viens de dire? Ah, c'est super bon, en tout cas. Mais ouais. C'est que des fois, en fait, la seule chose qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est juste de rien faire. Et quand on se met à être dans l'action et à se dire que tout est possible, déjà, notre énergie, elle se met à fond, en fait, dans ça. Et puis, je pense que la chose principale, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et de pas se lancer dans les choses en se disant, ah, peut-être que ça me plairait, ok, je teste, mais j'abandonne pas tout parce que, en me disant peut-être que. Quand j'ai commencé l'école de cascade, je me suis sentie à ma place. C'était la première fois de ma vie que je me sentais à ma place. En me disant, ok, c'est ça que je veux faire et c'est ce que je vais faire. Il y a pas de, il y a plus d'autre plan B. C'est ça et je vais tout donner pour et je vais apprendre et je vais essayer de m'entourer et je vais aller à droite à gauche, m'entraîner, prendre des tips des gens qui sont plus forts que moi et voilà, on a la chance d'avoir une école de cascade en France qui nous apprend les bases de la cascade physique Mhm. avec un réseau à portée de main parce que les personnes qui viennent nous apprendre, c'est des gens qui sont dans le milieu. Donc déjà, le taux de réussite, il est déjà tellement plus élevé que si tu partais de zéro en étant tout seul, sans contact, sans réseau, sans jamais avoir fait d'arts martiaux, des choses comme ça. Donc forcément, c'est une option qui est à portée de main en soi. Oui, il y a de l'argent à investir et c'est pas un petit investissement, ça reste un coût. Mais en soi, si tu es sûr de ce que tu veux faire, si tu t'y sens bien, c'est une première porte d'entrée. Et puis après, il faut être curieux. Il faut pas s'arrêter à ok, j'ai appris ça, je vais focus que sur ça, parce que dans le métier de la cascade, ça englobe tellement de choses différentes, tellement de disciplines différentes. Mhm. Il faut juste se dire, on n'a jamais fini d'apprendre. Et ouais, donc il faut juste se dire, ok, je vais faire. C'est pas grave. Je sais pas de quoi demain est fait. C'est un métier qui est instable, qui est incertain, qui peut être stressant par moment.
mais qu'est-ce que j'apprends de ces situations-là? Qu'est-ce que je retiens? S'il y a des choses sur lesquelles je veux plus me focus, je m'investis vraiment. Avoir une rigueur et une régularité, d'avoir la volonté de s'investir et de se dire ça va porter ses fruits, d'être patient. Enfin, c'est des métiers comme ça où on sait pas, en fait. On sait pas si demain, ça se trouve, ma vie elle bascule. Demain, on me dit tu peux partir 6 mois sur un projet et ça peut arriver demain, mais on sait pas. On sait pas en soi. Donc ouais, c'est si on a envie de vivre de ces métiers-là, déjà on a la chance d'avoir une école qui ouvre des portes. Et puis le reste, ça tient qu'à nous, en fait. Je vais dire, ok, j'agis, je fais. J'adore. C'est super inspirant. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Pour y aller, faut oser. Merci beaucoup, Florine. C'était un plaisir de parler avec toi, échanger, Merci apprendre à sur toi. ton parcours et tout. C'était extraordinaire. Je te dis merci. On vous rappelle. Merci. À bientôt, Florine. Pense aux photos. À bientôt. Oui, ça marche. Ok. Merci. Ciao, ciao. Merci. Bye.